On a tous déjà fait une promesse qu'on pensait gravée dans le marbre, et puis tout s'écroule. Bon, imaginez que cette promesse, c'est un contrat qui pèse des millions. C'est là, pile à ce moment-là, qu'intervient un concept juridique au nom un peu théâtral, la force majeure. Et on va décortiquer ça ensemble. C'est exactement ça, la question. Pensez à l'organisateur d'un festival qui a vendu tous ses billets, et là, une pandémie mondiale éclate, et hop, tous les rassemblements sont interdits. On fait quoi? Des contrats avec les artistes, les salles, les prestataires? C'est pour ce genre de situation un peu chaotique que la force majeure a été pensée. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Au fond, la force majeure, ça repose sur une idée toute simple, une idée de pur bon sens en fait. Alors voilà, l'article 1218 du Code civil nous donne la recette. Pour qu'un événement soit reconnu comme un cas de force majeure, il doit cocher 3 cases. Et attention, les 3 sont obligatoires. Il doit être imprévisible, irrésistible et extérieur. Et tout ça, ça se résume en une seule phrase, un vieil adage qui dit tout. À l'impossible, nul n'est tenu. C'est simple, non? Ça veut juste dire que le droit ne peut pas exiger de quelqu'un qu'il fasse des miracles. Personne ne demanderait à quelqu'un de déplacer une montagne. Eh bien, c'est le même principe qui s'applique au contrat avec la force majeure. Bon, alors, comment ça marche en pratique? Pour qu'un juge accepte de parler de force majeure, un événement doit passer ce fameux test en 3 étapes. Et là, attention, c'est un test où il faut un sans faute. Si une seule des 3 conditions manque à l'appel, c'est terminé. Le contrat doit être honoré. Imprévisible, irrésistible et extérieur. C'est vraiment le trio gagnant, enfin. Le trio qu'il faut absolument réunir. On va regarder chaque condition de plus près parce que c'est là que tout se joue devant les tribunaux. Premier critère, l'imprévisibilité. Le mot le plus important ici, c'est raisonnablement. Et le moment de l'analyse est absolument crucial. La question, ce n'est pas de savoir si l'événement était imaginable dans l'absolu, mais plutôt est-ce qu'il était prévisible le jour où le contrat a été signé. Par exemple, signer un contrat pour un festival en plein air en Californie en plein été, eh bien aujourd'hui, un juge pourrait considérer qu'un incendie de forêt, malheureusement, n'est plus si imprévisible que ça. Ensuite, le caractère irrésistible. Et là, attention au piège classique. Irrésistible, ça ne veut pas dire plus difficile ou beaucoup plus cher. Ça veut dire objectivement impossible. Pensez à ça. Il faut livrer un piano en haut d'une montagne. C'est très compliqué, mais c'est faisable. Maintenant, imaginez qu'une avalanche a complètement détruit la seule et unique route qui y mène. Là, c'est devenu irrésistible. Et pour finir, l'extériorité. L'événement doit être totalement indépendant de la personne qui veut s'en servir. Autrement dit, on ne peut pas créer sa propre force majeure. Ça semble logique, non? Une panne de machine due à un mauvais entretien ou une grève au sein de sa propre entreprise, en général, ce n'est pas considéré comme extérieur. Alors là, c'est une distinction qui est vraiment cruciale. La force majeure, ce n'est pas une sorte de joker pour se sortir d'une mauvaise affaire. Si un contrat devient juste moins rentable que ce qu'on espérait, ça ne marchera pas. Pour ça, il existe un autre mécanisme. Pour bien voir la différence, on peut prendre une image. La force majeure, c'est comme si un pont s'était effondré. Traverser la rivière est devenu physiquement impossible. L'imprévision, c'est autre chose. C'est quand le pont est toujours là, mais du jour au lendemain, on installe un péage à 1 million d'euros. La traversée reste possible, mais à un coût qui est devenu complètement déraisonnable. Le droit ne gère pas ces deux situations de la même façon. Donc, si un juge dit « Ok, c'est bien un cas de force majeure », que se passe-t-il concrètement? Est-ce qu'on déchire le contrat et on l'oublie? Pas si simple. Tout dépend si l'obstacle est temporaire ou non. Si l'événement n'est que passager, le contrat est simplement mis sur pause. Imaginez un chantier de construction qui doit s'arrêter à cause d'un ouragan. Bon, une fois que la tempête est finie et que tout est nettoyé, le contrat reprend là où il s'était arrêté. L'obligation n'est pas effacée, elle est juste reportée. En revanche, si l'empêchement est permanent, là c'est la fin du contrat. C'est game over. Imaginez un artiste qui devait peindre une fresque sur un immeuble, mais l'immeuble est détruit par un tremblement de terre, l'exécution est devenue pour toujours impossible. Le contrat est alors résolu. C'est une sorte de divorce à l'amiable où chacun est libéré de ses promesses. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? La force majeure, ce n'est clairement pas une excuse facile. C'est un outil juridique très puissant, oui, mais qui ne sort de sa boîte que dans des circonstances vraiment exceptionnelles et très précises. En fait, il faut voir la force majeure comme une sortie de secours dans un contrat. Ce n'est pas la porte principale, on ne l'emprunte qu'en cas d'urgence absolue quand il y a vraiment le feu. Mais quand l'impensable arrive, elle peut se révéler être une vraie bouée de sauvetage. Dans le monde d'aujourd'hui, cette frontière entre ce qui est un simple risque à prendre et ce qui est un événement vraiment impossible est de plus en plus floue. Alors la prochaine fois qu'un contrat est signé, il y a une question qui se pose. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Et surtout, est-on vraiment prêt à y faire face? La réponse, elle, n'est jamais simple.